Salut à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la libre antenne d'hier, 20 h avec Jo, et je vous le mettrai en replay dans la journée, je l'ai préparé. Merci encore une fois pour cette initiative, il y en aura d'autres tous les mercredis, on essaie de le faire le mercredi à 20 h. J'espère que ça vous plaît, on était plus d'une 60aine connectés sur le Discord des rois du marché, et je vous remercie pour ça. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler ETF également, on va revenir un petit peu dans le passé parce que c'est important. On va voir ce qui s'était passé sur la conception, la création de ces ETF. On le sait, on l'a vu beaucoup passer notamment sur Twitter vis-à-vis de l'ETF Gold, paru en novembre 2004, et on sait ce qui s'est passé derrière, mais il n'y a pas eu que l'ETF Gold, notamment sur les commodities, il y en a eu d'autres avant, notamment sur les fonds indiciels. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez et suivre la libre antenne que je vous remettrai à disposition tout à l'heure dans l'après-midi. On a parlé de ça et merci encore une fois pour cette initiative. Merci aussi Marstouf par rapport à ce partage vis-à-vis de l'order flow. C'est exactement ce qu'on voulait regarder et observer, une espèce d'effervescence, un peu de FOMO côté retail, pour retrouver sur des petits bretons haussiers pour aller chercher les 36 500, 37 000 $, pourquoi pas 38, voire 39, c'est un objectif que nous nous sommes fixés jusqu'aux 42 500 $, objectif d'Hermès, 45 000 $, 44 000, par rapport à la target des JP Morgan, il reste encore de la liquidité beaucoup plus au nord, la question à savoir c'est est-ce qu'on va y arriver, je vais vous donner quelques petites pistes de réflexion, et j'attendrai encore une fois un signal que la Chikuspan pourrait nous donner, mais cette fois-ci en mensuel, je serai donc extrêmement patient. D'ici là, je ne fais strictement rien sur ce marché. Étant exposé, aucun problème avec ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Bon, on est en train d'aller chercher une nouvelle petite poche de liquidité. On l'avait vu ensemble juste ici aux alentours des 36 900 $. Toujours pas encore exécuté. Peut-être sur les contrats futurs, ça a déjà été fait. On va regarder de suite. Oui, ça a été fait. Non, toujours pas. Ah, pas encore. On peut éventuellement encore quelques personnes, quelques vendeurs à découvert qui essaient de défendre leur prix. Ils ont bien raison de le faire. Il faut rester dans son plan jusqu'à invalidation. Les invalidations sont beaucoup plus hautes. Évidemment, je préfère me trouver acheteur de ce marché, en tout cas positionné à l'achat plutôt qu'à la baisse. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais juste avant ça, juste de l'order flow, c'est exactement ce qu'on a envie d'observer. On continue en fait à alimenter au niveau de ces open interest, zone danger, 8 milliards de dollars d'open interest. Alors c'est pas forcément 8 milliards, ça peut être beaucoup moins, ça peut être beaucoup plus, peu importe. Ce qu'on veut regarder, c'est la mécanique et l'algorithme qui est derrière par rapport au calcul de ces datas-là. Et on arrive dans une zone danger, et à chaque fois qu'on se retrouve ici, plutôt conciliation, voire une espèce de chasse à l'équité assez forte. Mais cette bougie que vous avez là, qui est venue nous rechercher les 25 000 $, on peut exactement avoir la même à la hausse. Il faut vraiment le prendre comme ça. Je suis actuellement sur les time frames en 4 heures. Partez du principe qu'on peut avoir exactement la même bougie à la hausse. D'ailleurs, c'est même plus probable. Pourquoi? Parce qu'on suit les flux. On est bien installé dans un troisième flux acheteur. Et actuellement, ce que j'observe ici et ce que je n'observais pas précédemment, c'était que le retail, les comptes notamment sur Binance, c'était plutôt à l'achat ici. Plutôt chercher du long. Et actuellement, c'est franchement pas du tout ce qu'on est en train d'observer. Encore pire, on est toujours en contango et c'est quand même assez rare de l'observer. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas resté aussi longtemps en contango, donc que la demande est prépondérante par rapport à la fourche, notamment au comptant. Et franchement, plutôt propre. Dès lors, est-ce que j'ai ou pas une condition pour pouvoir shorter ce marché? La réponse est clairement non. Je n'ai aucune structure, aucune confirmation et pas d'indicateur qui m'indique qu'on est potentiellement à l'aube, dans les quelques heures, quelques jours, quelques semaines, d'un retournement pour aller chercher des acheteurs actuellement en levier d'achat. Donc pour l'instant, je ne le joue pas. En revanche, je le jouerai si mes conditions y sont. Tel un robot, tel une mécanique, je jouerai ces conditions de retournement. Mais actuellement, je ne les ai pas. Donc je reste en retrait de ce marché et j'accumule mes longues tout simplement. Ni plus ni moins, je prends des profits lorsqu'ils se présentent. Ça, c'était le premier point au niveau de l'order flow. Maintenant, on repart par rapport à l'ETF. Pourquoi ? Première chose, l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot pourrait être une question de jours. Le 9 novembre 2023, journal du coin, ramification de journaux outre-Atlantique, asiatiques, etc. Deuxième, le Bitcoin accélère vers les 36 000 $ avec les ETF Spot semble imminent. Investing.com, on est très heureux de le lire. On continue, ETF Bitcoin Spot, la SEC et Grayscale commencent les négociations. C'est une question de jours. D'ailleurs, selon le directeur, je l'ai vu passer sur Twitter, il serait en passe sous 8 jours d'accepter les ETF, notamment de Grayscale. La question reste complètement ouverte. Ok. Bon. Ce genre d'information permet d'alimenter le FOMO, d'alimenter l'euphorie, et c'est une bonne chose. Encore une fois. Quoi qu'on puisse penser
quoi qu'on puisse analyser, ce sont des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles accompagnent le mouvement. Et c'est très positif. Si les bonnes nouvelles accompagnent le mouvement, c'est qu'on est du bon côté du mouvement. Et ça, il faut bien se le dire. Maintenant, on va revenir un petit peu dans le passé et on va regarder, lorsqu'il y a eu des ETF, notamment au comptant, qui sont apparus, comment le cours avait réagi. On commence avec le gold. 2004, novembre 2004, c'était juste ici. Passez en weekly. Juste après, on fera un petit peu de Shimokuyo pour avoir le signal intégral. Novembre 2004, ETF au comptant validé, un tout petit peu vendu, mais franchement, un peu de volatilité. Derrière, énorme bull run sur le gold, terminé, bonsoir. Ceux qui n'étaient pas rentrés, basta. Mais il n'y a pas eu que le gold. En fait, bien avant, il y a eu un ETF, notamment un panier de devises, qui a été d'actions, panier d'actions, qui a été créé, notamment par Vanguard. C'était en 1993. Ça a été le premier qui est arrivé. 1993, au niveau d'un ETF au comptant sur un panier de devises, un panier d'actions vis-à-vis du S&P 500. Qu'est-ce qui s'est passé en 1993 ? Est-ce qu'on a eu un énorme crash en 1993 ? Non. Plutôt boule l'histoire. D'ailleurs, plutôt boule, je vais le prendre, je ne sais plus où, je crois que c'était ici que je l'avais pris. Voilà, premier ETF, S&P 500, exactement ici. Boum, petite latéralisation. On a grosso modo, on était quand même sur des ATH, découverte de prix. Énorme lancement de la bulle des dot-com. Vous allez me dire, ouais, mais bulle des dot-com, c'était plutôt technologique. Ouais, à ce moment-là, on peut aller encore plus loin. Parce que le premier ETF sur un panier de devises, actions notamment sur le Nasdaq, c'est 1998 et 1999. Donc il y a eu le Dow Jones en 98, belle année pour la France, et Nasdaq 99. On va regarder ce qui s'est passé lors de l'apparition de ces ETF au niveau au comptant sur des paniers de devises, au niveau du Nasdaq. Vous avez compris l'histoire, ça a clairement lancé la bulle des dot-com. C'était juste ici en 1998. Un petit peu vendu, on est parti chercher tous les lots. Peut-être un petit clin d'œil avec les marchés crypto, et derrière, on lance la bulle. Donc on peut partir du principe et du constat, de façon extrêmement rationnelle et arithmétique, que l'apparition d'un ETF au comptant sur ces paniers-là ont provoqué des bulles. Gold littéralement explosé sur plusieurs années, Nasdaq quelques années seulement, voire quelques mois, explosion littérale. Donc je pense que il faut quand même rester à l'achat et pas forcément se mettre à l'encontre du train ou du TGV qui est en train de partir. Maintenant, au niveau de la quantité d'argent qui aujourd'hui est drainée sur ces ETF, et à quel point en fait ces ETF sont importants. Parce que je peux dire que l'ETF sera vendu, by the rumors, the news, etc. En fait, libre à moi de me suivre ou pas de me suivre. C'est juste en fait une espèce de fractal qui tend à se répéter dans le futur. Bon, c'est comme ça. Il faut comprendre qu'en 2010, le montant en fait sous gestion au niveau de ces ETF est évalué à 1000 milliards de dollars. C'est beaucoup quand même. 2010, 1000 milliards de dollars. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 10 ans plus tard, donc à l'aube du crack Covid, enfin post-crack Covid 2020, en 2021, c'était 8000 milliards de dollars qui étaient sous gestion dans les ETF. 2023, on parle de 12 000 milliards de dollars qui sont aujourd'hui positionnés sur des ETF et notamment des fonds indiciels. 12 000 milliards de dollars. Dès lors, on peut partir du principe que si on prend ne serait-ce que 5%, allez, 2% de ces 12 000 milliards de dollars pour les coller sur un ETF au comptant, notamment américain, puisque c'est eux qui drainent la quasi-totalité des capitaux, on parle de plus de 50% des capitaux drainés sur la planète, c'est Wall Street, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Si on prend 2% de ces 12 000 milliards, ça fait quand même pas mal de milliards, qu'on le veuille ou non. Et on peut même monter jusqu'à 5%, c'est complètement réaliste. Entre 2 et 5%, c'est complètement réaliste. Donc oui, on peut prétendre qu'il y aura une très forte demande sur du très court terme au niveau de ces ETF, Bitcoin au comptant, et c'est une très bonne chose et on peut s'en féliciter. Maintenant, lorsqu'on a ces informations-là dans la tête, moi j'aime bien aller chercher ce qu'on appelle des divergences. J'aime bien me renforcer mes billets de confirmation, mais il faut quand même pas se mettre les œillères, et essayer de s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe à côté. Parce que si aujourd'hui, je vous le dis franchement, si vous êtes garant de la philosophie, de l'idéologie de Bitcoin, vous ne pouvez pas vous réjouir d'un ETF Bitcoin au comptant. Pourquoi ? Et ça, c'est Arthur Haynes qui le dit, notamment l'ancien CEO et cofondateur de BitMEX, qui nous explique de façon extrêmement limpide. Je ne vais pas tout vous le lire,
Hein, c'est paru par Cryptos sur un interview qu'ils ont récupéré aux États-Unis. Je prends juste en fait des phrases qu'il a dit. Soupçonnons que Larry Fink, patron de BlackRock et ses semblables de la finance traditionnelle, arrive à s'emparer d'un grand pourcentage de Bitcoin librement échangé en circulation. Ces mêmes entités institutionnelles pourraient lancer des ETF sur le minage de Bitcoin, sachant qu'ils ont également des grosses participations au niveau des groupes, notamment Marathon, notamment Corsair Antique, notamment des gros faiseurs au niveau du mining aux États-Unis, notamment au Texas. Qu'est-ce qu'ils vont faire de sous ces Bitcoins? Vous aviez de la monnaie fiat. Vous avez acheté ce produit dérivé, les gestionnaires d'actifs a acheté, lui, du Bitcoin, les a confiés à un dépositaire et les a conservés. Si l'UTF de BlackRock prend trop d'ampleur, il pourrait littéralement tuer le Bitcoin, car il s'agirait alors d'un tas de BTC inamovible qui resterait là. Et oui, il pourrait le tuer, il pourrait le déconnecter. Combien ça coûterait d'aujourd'hui de déconnecter Bitcoin, littéralement? 1000 milliards de dollars? 10 000 milliards de dollars? Et alors? Franchement, et alors? On pourrait littéralement tuer le Bitcoin si ces gens-là et si ces entités-là détenaient les Bitcoins. Eux, sur leur propre hard wallet. Comprenez-le comme ça. Ce que j'ai bien aimé aussi dans son approche, c'est ceci. Enfin, l'ancien PDG de l'exchange CryptoBinet ajoute que BlackRock et ses homologues sont des agents de l'État et qu'ils font ce que l'État veut qu'ils fassent. Et là, je pense qu'il a raison. En réalité, on a souvent tendance à penser que nos politiques sont des pantins à la houlette de la finance mondiale. C'est pas complètement possible, mais qui c'est qui appuie sur le bouton à la fin? C'est Biden, c'est le Congrès et c'est Gary Gensler. Le pouvoir sont dans les mains des institutions et institutions gouvernementales. Donc évidemment que ces grandes entités-là institutionnelles, quels que soient les montants d'argent qu'ils ont, et c'est colossal, 10 000 milliards de dollars, c'est beaucoup, eh bien, ils ne font que s'adapter au gré des décisions du gouvernement. Et si demain, le gouvernement décide de mettre un terme à Bitcoin, notamment aux États-Unis, comme ce que l'a fait la Chine, ça ne veut pas dire que Bitcoin va mourir, c'est dire qu'ils ont la possibilité de complètement et littéralement l'interdire. Et quoi de mieux que de l'interdire en le détenant, en l'ayant sous contrôle. Donc si aujourd'hui, on pense à Bitcoin, on croit en Bitcoin, en sa décentralisation, en la redistribution des cartes et donc des pouvoirs. À ce moment-là, on ne peut malheureusement pas se réjouir d'un ETF Bitcoin au comptant. Libre à vous de penser différemment. Je reviens juste sur des magnifiques petites fractales parce que nous, on est aussi là pour gagner de l'argent, c'est le but du jeu, vis-à-vis de Ishimoku Kinkuyo. Je vous l'avais mis il y a quelques temps. Je ne sais plus où est-ce que c'est que je vous l'avais mis, ce truc-là. Je vais essayer de le récupérer. Il est où? Il était là, voilà. Ishimoku Weekly, l'Ashiku donne le signal 2023, 2019 et 2015. Bon, la dernière fois qu'on a fait passer en weekly, et je parle bien en weekly, après je vous montre le mensuel, ici, juste la petite Chikuspan, qui est donc au-dessus du nuage, qui est donc au-dessus de la King June, qui est au-dessus de la Tenkan, et qui est au-dessus du prix. En somme, il faudrait que ça aille là-dedans. Vous voyez, hop, juste ici. Qu'est-ce qui s'était passé précédemment? Je vous le montre en 1000. C'était donc juste avant l'halving, quelques mois avant l'halving, précédemment. Ici, vous voyez, juste là, lorsqu'on était passé au-dessus de la King June, au-dessus du prix, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la SSA, au-dessus de la SSB, et que le nuage à 26 périodes était vert, crac. On retrace littéralement la montée. Mais c'est chirurgical. Ici. Donc un signal plutôt baissier. Si on revient un petit peu dans le passé, et là vous avez raison, la dernière fois que ça s'était passé, on nous avait donné le signal. C'était donc juste ici, hein, on passe le nuage, et derrière, énorme bull run. Bon. Ici, 26 périodes, ça part. Latéralisation, triangle de contraction, explosion haussière. Peut-être catalysée par les ETF Bitcoin. Maintenant, si vous voulez être patient, et si vous voulez réellement confirmer, comme on a des indicateurs qui peuvent les confirmer, il faut plutôt passer en mensuel et observer ces Chikuspan. Parce que la Chikuspan est extrêmement puissante. Lorsque celle-ci passe au-dessus du prix et au-dessus de la King June et au-dessus de la Tenkan. Ça s'est donc passé ici avec un faux signal, mais ici également, ça n'a quasiment pas bougé. C'était clairement là, énorme bull run. Ni plus ni moins. Vous regardez exactement cette même fractale en mensuel au niveau de la Chikuspan. Je reviens un petit peu plus en haut et je le prends juste ici. Hein, ça passe au-dessus du nuage, au-dessus de la King June, au-dessus de la Tenkan, 26 périodes, explosion haussière. Je le prends ici, au niveau de 2023.
Actuellement, on est là. Donc, on est au-dessus de la King June, on n'est clairement pas au-dessus du prix, on n'est clairement pas au-dessus de la Tenkan. Et à quel moment on y sera au-dessus du prix, au-dessus de la King June, au-dessus de la Tenkan? Bah, grosso modo, on peut imaginer que si on a une forme de latéralisation, on sera à peu près ici. Et ici, à 26 périodes, je vous le donne en 1000, un petit peu, c'était moi mobile 20 périodes, ça. On prend 26 périodes, ça tombe octobre 2024. Et c'est très marrant de l'observer, puisque c'est exactement sur notre fractal scénaristique qu'on avait mis en place, septembre-octobre 2024. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir. C'est exactement le nouvel ATH au niveau de Bitcoin qui est caractérisé ici. Septembre 2024, octobre 2024, exactement ici. Voilà, notre petite flèche rouge, petite flèche rouge, petite flèche rouge. Explosion, explosion, explosion. D'ici là, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller chercher des fractales, on peut aller chercher des sauts périlleux arrière, on peut aller chercher de la liquidité au nord, de la liquidité au sud. Bon, bref, latéralisation. Je pense maintenant que l'ETF sera un bon play pour pouvoir vendre les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, via des institutionnels. Pourquoi? Et ça, je vous explique juste une raison particulière. Mais je vais vous demander de m'aider sur ce point-là, parce que je n'ai pas réussi à trouver l'information. Je vous explique. Comment ce mystérieux portefeuille est-il devenu le troisième plus gros détenteur de Bitcoin BTC en 3 mois? C'était le 22 août 2023. On l'a su en l'espace de 3 jours. Je l'avais tweeté sur les réseaux sociaux. En 3 jours, on avait trouvé les détenteurs de la troisième plus grosse adresse qui avait accumulé, comme des vilains, beaucoup de Bitcoin de la latéralisation de l'été. 25 000 $, 26 000 $, 27 000 $, vous vous rappelez. On a compris que c'était Robinhood. Mais comment il a réussi à acheter pour 3 milliards de dollars de Bitcoin? Est-ce que vous le savez? Robinhood, ça fait grosso modo 30 000 $ au trimestre. 30 millions de dollars au trimestre. Ils ont fait un emprunt de près de 5 milliards de dollars. On le voit ici au niveau des dettes, profits et dettes, juste là. 6 milliards 613 millions de dollars. Mais comment ils ont trouvé cet argent? Lorsqu'ils ont fait leur IPO, ils ont levé 4,5 milliards, ils en ont perdu 1,5 avec l'affaire de GameStop. Faut le savoir. Qui leur a prêté l'argent? Sachant que Robinhood est dans l'œil du cyclone. Suicide d'un gosse américain qui a cru avoir perdu un demi-million ou 1 million de dollars, ou 700 millions de dollars, 700 000 $. Ils ont viré la moitié de leurs salariés. Ils perdent de l'argent. Il n'y a pas une banque qui va leur prêter 5 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. Enfin, il faut rester complètement cohérent. Qui a prêté l'argent à Robinhood pour acheter les Bitcoins? BlackRock? Qui? Bonne question. Donc à la première question, est-ce que BlackRock détient déjà des Bitcoins? La réponse est probablement oui. Et ça, ce sont des informations que nous avons, me semble-t-il. Je vais essayer de le retrouver au niveau de cette petite news-là. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Robinhood, ce qu'il faut le savoir sur le broker, on s'en fiche. Juste ici, non, j'en veux pas. Est-ce qu'on peut retrouver au niveau de... Il semblerait que ce soit eux qui ont les BlackRock, les petites crypto-monnaies. Non, c'est pas sur cette news-là. Robinhood, le plus grand détenteur, l'exposition, alors peut-être que c'est ici. Voilà. Toutefois, l'anonymat entourant les propriétaires des portefeuilles à laquelle les crypto-monnaies ont été transformées et donne lieu à d'intenses spéculations. Certains estiment que les actifs appartiennent au géant BlackRock, qui a récemment fait part de son intention de lancer un ETF Bitcoin au comptant. D'autres hypothèses suggèrent plutôt que l'auteur de cette transformation n'est rien d'autre que l'exchange de crypto-monnaies Gemini. Ok, BlackRock, Gemini, Robinhood, on va aller plus loin. Je vais sauter toutes les news parce que c'est pas très intéressant. Les sociétés de gérants américaines, BlackRock et CDL, accusées d'avoir fait effondrer Terra Luna. Et dans ce texte-là, il y avait également eu, ou pas dans ce texte-là, mais vous vous rappelez qu'il y avait du Binance qui avait essayé de faire couler FTX, ou Terra Luna, enfin FTX, Gemini faire couler FTX, et ces gens-là, en fait, sont dans un... Alors, plus Binance aujourd'hui, même si on pouvait le penser, mais si vous prenez, en fait, le petit cercle assez rapproché de Robinhood, BlackRock, Citadel et Gemini, vous comprenez bien qu'ils ont des ramifications assez proches. Donc, la question, c'est qui a prêté l'argent à qui? Moralité, probablement que BlackRock a déjà des bitcoins en portefeuille. Cathie Wood de Ark Invest, on sait qu'elle a déjà du Bitcoin. Elle a déjà d'ailleurs, et elle avait même commencé à revendre au niveau de JBTC, vis-à-vis du trust, pour acheter des Bitcoins au comptant. Donc, on sait que Ark Invest a des Bitcoins en portefeuille, en hard wallet. Donc, la question à se poser, elle est extrêmement simple. Qui va acheter les Bitcoins des ETF Bitcoin?
qui va alimenter les caisses de BlackRock et qui va alimenter les caisses de ces ETF Bitcoin? Les utilisateurs, les particuliers, gros portefeuille ou portefeuille plus modeste, ceux qui auront la possibilité d'avoir l'accessibilité de ces produits, tout simplement. Parce qu'il est très fort à parier, juste en vous donnant cette news-là, que BlackRock, en fait, est déjà ces bitcoins. Et on parle de plus de 100 000 bitcoins ici. Vous allez me dire, ok, mais si vous prenez la fiducie au niveau de Grayscale, c'est aujourd'hui un peu plus de 600 000 bitcoins. Oui, c'était les seuls. La question à se poser, est-ce qu'il y aura une réelle demande au niveau des spéculateurs et des investisseurs, particuliers plus ou moins richissimes, sur les demandes de bitcoin? Et à ce moment-là, comment on va le voir? S'il y a de l'argent qui rentre sur ce marché, des capitaux qui rentrent sur ce marché. Les capitaux naviguent de marché en marché, et actuellement, je ne l'observe pas. Alors, il y a un peu plus d'1 milliard de dollars qui a été imprimé, on l'a dit ensemble, on l'avait dit aux académiciens notamment. Un peu plus de 1 milliard de dollars qui avait été imprimé en l'espace d'un mois, ou un peu moins de 10 jours, je ne sais plus combien c'était, grosso modo 1 milliard de Tether. Mais prenez du recul, hein, si on veut réellement voir une explosion, ici, c'était à plus près de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, on parle de 100 fois plus. Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé. Donc, à la question, est-ce qu'un ETF au comptant peut propulser littéralement le cours de l'actif dans la stratosphère? La réponse est oui. On l'a vu sur S&P 500, on l'a vu sur Nasdaq, on l'a vu sur le gold, et c'est probablement pas différent. Il faut savoir qu'au niveau du pétrole, du Brent, etc., du WTI, ça n'existe pas au comptant. Vous n'allez pas acheter les vrais barils de pétrole, c'est que sur les contrats futurs. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile à manipuler. Mais dans l'idée, partez du principe que oui, c'est plutôt de bonne augure. Maintenant, on est en train de tenter de pricer la news. Et il est probable qu'on aille chercher un petit peu de liquidité si cela venait à être rentable pour le marché. Et à la question, est-ce que c'est rentable pour le marché? Posez-vous la question. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt du short ou est-ce que c'est plutôt du long? Ce qui est quand même relativement fou, c'est qu'on voit que le ratio long-short est plutôt en faveur des acheteurs ici et non pas des longs. Donc, restons patients, restons recul, ne nous opposons pas à ce mouvement-là. Les signaux, si ça doit se retourner, on les aura, peut-être à retardement, mais on les aura, basta. Mais on n'essaye pas d'essayer de choper ou de vendre un TGV qui part ou une fusée qui part, parce que c'est la meilleure façon d'emmagasiner un maximum de frustration. Et à la question, qu'est-ce que j'aurais dû faire plutôt que d'appuyer sur le bouton acheter à levier ou vendre à levier? Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. En parlant de x100, on parlera avec les académiciens tout à l'heure à midi, comment on va chercher ces petites pépites x100, et on parlera de market cap, on parlera de price action, et on parlera de x100 potentiel. Ciao.